Merci pour l'occasion de communiquer durant ce colloque. Et je m'appelle Awa Bousso Dramé. Je suis en deuxième année de doctorat et je travaille sur tout ce qui est géomorphologie littorale sous la direction du professeur Ellen Birmingham à la University College London et du docteur Moussa Sall qui coordonne la mission d'observation du littoral ouest africain, autrement dit le programme WACA. Et dans le cadre de ma communication d'aujourd'hui, je vais proposer plusieurs critères qui peuvent contribuer à améliorer la résilience des communautés vivant à Saint-Louis, notamment celle des pêcheurs de Gendar. Pour ça, je vais me baser sur des éléments qui vont à la fois géomorphologiques ou liés à de l'océanographie physique. Donc, l'idée et la perspective est de proposer en sortie un schéma pratique dont l'application permettrait d'avoir une plateforme open source pour à la fois produire de la connaissance, intégrer les communautés de pêcheurs dans cette production de connaissances et la connecter avec les différentes connaissances traditionnelles qu'ils ont pu développer au cours des siècles et dans une approche beaucoup plus systémique où on essaierait d'intégrer les politiques publiques. Je vais commencer par une brève introduction. Il y a juste le plan avant, désolé. Il y a le plan juste avant, en fait, je suis sur ça, pour que les gens puissent comprendre. Je vais commencer par une introduction, avant d'aller vers une méthodologie vous expliquant comment j'ai fait pour générer les résultats qui seront présentés cet après-midi. Et ces derniers s'attelleront ou se concentreront sur l'évolution de la largeur de la brèche avant et après 2003, avec un focus allant sur les variations du climat de vague, donc du wave modeling, et en même temps considérant la dynamique des sédiments à travers la bathymétrie, donc la profondeur des mers ou la profondeur du fleuve, comment elles ont varié, et à partir d'un jeu de données datant de 2021, pour ensuite aller vers une approche beaucoup plus complexe des territoires marins, territoires et non espaces, je reviendrai dessus, que nous avons en ce moment. Diapo suivante, s'il vous plaît. D'ores et déjà, la pêche représente un pilier du PIB sénégalais. Et comme on le sait déjà, on a des armateurs où on a l'industrie de la pêche qui se développe notamment avec une part grandissante des étrangers. Et la pêche artisanale représente à peu près 11 000 pirogues d'après un dernier rapport de l'ANSD datant de 2020. Et cette même pêche pèse à peu près 161 437 734 francs CFA, ce qui correspond à peu près à 11,9% des débarquements et une croissance de plus 268% par rapport à la période 2011-2017. Et Gendar a été toujours historiquement connu pour son activité dans la pêche. Vous avez une carte au niveau de l'introduction qui vous montre la distribution des infrastructures de pêche le long du littoral sénégalais. Donc, vous avez des débarcadères de pêche qui sont cartographiés en bleu cyan. Et là, il y en a un à Saint-Louis, des unités de transformation que l'on retrouve également à Saint-Louis. Et on a également des petites digues qu'on va retrouver plus vers le sud au niveau de Fatick. Et comme vous pouvez le voir, la distribution le long du littoral représente plus une forte proportion des débarcadères de pêche, ce qui confirme effectivement le poids prépondérant qu'a la pêche artisanale dans notre économie et au sein même de cette économie primaire. Là, je vais passer à la méthodologie et vous montrer les différents outils qui ont été utilisés pour générer les résultats. Déjà, tout ce qui est SIG et cartographie avec ArcGIS, qui a permis d'aller vers un calcul de l'érosion côtière, donc sur la période 1985-2010-2020. Et ça a été fait avec le logiciel DASAS, en parallèle d'une analyse allant vers la bathymétrie, donc littéralement la profondeur des eaux ou des mers, à partir du jeu de données GEPCO, la version de 2021 qui vient de sortir, et la modélisation du climat de vague avec le logiciel SWAN qui fonctionne avec MATLAB. En ce qui concerne les résultats, depuis l'ouverture de la brèche, on assiste à un changement au niveau de l'évolution morphodynamique de la langue de Barbarie. Avant, nous avions plutôt une seule unité, donc une seule langue de Barbarie en 1985, et on peut la rattacher à l'évolution beaucoup plus longue, vu qu'on a des historiens, de la langue de Barbarie,
qui a été formé durant l'Holocène, donc durant les 10 000 dernières années, plus précisément vers la période que l'on appelle le Nouakchotien, qui est une remontée du niveau marin mesurée à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, et à partir duquel le Sénégal est un point beaucoup plus stable, qui nous a permis de le reconstituer. Et ça, je fais allusion aux travaux de Michel, notamment, qui ont permis de retracer tout cela. Et quand on s'intéresse à la langue de Barbarie, on observe plusieurs dynamiques, plusieurs cycles qui vont de l'accrétion, donc une avancée, une progradation, c'est ce qu'on va dire en géomorphologie, une avancée de la langue de Barbarie vers le sud, et qui peut être ponctuée par des cycles d'érosion. Si on se concentre sur les travaux qu'ont pu faire Gak, Mieton ou encore Alioune Khan de l'UCAD, entre 1850 et 1900, on s'est retrouvé à peu près avec 7 ruptures et un rythme beaucoup plus accéléré entre 1900 et 1981 où on a répertorié près de 13 ruptures, dont les plus importantes, il y en a eu en 1906, en 1923, en 1936, en 49, en 73 et également en 56. Désolée de l'avoir sauté. Donc on a plus une dynamique par cycle. Et là, si on s'intéresse au graphe que vous voyez sur l'érosion, on se rend compte qu'il y a un changement au niveau de la position de l'embouchure du fleuve Sénégal. Là, vous verrez Current Senegal River Mouth, qui est actuellement entre les deux parties en rouge, qui montre la largeur de l'embouchure aujourd'hui. Et celle de 2010 était située plus au nord, ce qui montre qu'on a plutôt une tendance à la progradation, une accrétion, donc une accumulation de sédiments qui font grandir, si je peux m'exprimer comme ça, la langue de Barbarie vers le sud. En parallèle, on voit cette tendance à l'érosion, pas seulement sur la dynamique nord-sud, mais également sur la largeur de plage. Un exemple très simple, si on s'intéresse à cette largeur du côté de la langue de Barbarie, je pense que les pêcheurs pourront vous donner plus d'exemples sur ce cas-là. Il y a de moins en moins de place pour pouvoir mettre les pirogues. Je pense que ça, tout le monde l'a constaté. Donc, on a un problème également par rapport à la largeur de la plage qui a réduit au cours de ces dernières décennies. Et ça affecte notamment les activités liées à la pêche. Et je pense à tout ce qui tourne autour de la pêche également, les activités de transformation. Donc, forcément, il faut de l'espace pour pouvoir coordonner toutes ces activités. Et avec un recul de la largeur de la plage, cela pose actuellement problème. Et ça pose encore d'autres conséquences, mais plus liées à la partie humaine. Et là, je pense à la dimension d'espace vécu, comment les espaces sont perçus, ressentis, vécus par les populations, notamment le ressenti que chacun d'entre nous aura ici. La perception que l'on aura ne sera pas du tout pareille aux personnes qui vont tous les jours en mer, qui travaillent en conjonction ou littéralement avec les dynamiques marines. Et vous avez une image du quai de pêche. L'image a été prise en 2018 lors d'une période de terrain où le quai de pêche était carrément ravagé par la mer. Là, si on s'intéresse, next slide, s'il vous plaît, à l'évolution de la largeur de la brèche, vous avez les images de 1985, 2003, 2010, 2018 et 2020. Vous pouvez voir le changement qui s'opère. En 1985, on avait une légère encoche entre les deux flèches de la langue de Barbarie pour venir à une seule unité géomorphologique en 2003 qui a été malheureusement rompue. Donc, c'est de l'artificiel causé par les sociétés que nous sommes. Et en 2010, on voit que cette dernière s'est élargie, l'embouchure s'est élargie. En 2018, ça a continué. Et en 2020, on voit que la tendance tend à ramener à une progradation, une accrétion du nord, de la flèche nord de la langue de Barbarie. Si on s'intéresse à la partie évolution de la pointe sud de la langue de Barbarie, vous avez deux graphes qui vous représentent carrément la corrélation entre la largeur de l'embouchure au cours des dernières années, entre 1985 et 2020, et vous les avez découpés en 3 différentes séries. Une en bleu pour le schéma du haut, une en bleu, une en orange et une en verte. Donc là, si on s'intéresse au coefficient directeur des droites, on a des coefficients allant à 0,89. Donc il y a une forte corrélation entre l'évolution de la largeur de l'embouchure, par exemple entre 2005 et 2020, qui nous permet de voir une tendance homogène qui va plus à une régression du rythme d'accrétion, donc du rythme de progradation, du rythme d'avancée de la langue de Barbarie.
Et si on va plus loin encore, en essayant de se concentrer sur la largeur de l'embouchure en tant que telle, elle est en train de se réduire. Si on voit le schéma du bas, notamment la partie que vous aurez en vert à votre droite, on voit qu'on a plus une réduction de cette dernière, avec un coefficient, là je dirais qui peut être discuté, qui est le 0,389. Ce qui signifie que la marge d'erreur peut être forte, mais la corrélation n'est pas forcément fiable. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Si on s'intéresse au climat de vague en tant que tel, comment le régime de vague peut avoir un lien, une incidence, une incidence sur l'évolution de la côte, l'évolution de la morphologie de la langue de Barbarie. Ces dernières sont indispensables pour comprendre celui. Je sais pas. Est-ce qu'il est relié? Oui, mais l'autre tout à l'heure, ça grésillait en fait. Je peux l'allumer, mais je ne sais pas si ça va. Vous m'entendez? Ok, super. C'est mieux pour eux? Ah, ok, super. Donc là, si on s'intéresse à un deuxième critère qui peut contribuer au suivi du littoral, les variations du climat de vague. Là, vous avez des roses des vents, mais qui représentent plutôt la variation du climat de vague. Donc, tout ce qui va être hauteur de vague, temps de retour des vagues, donc entre le moment où les vagues se forment, où elles se brisent, avec une zone qu'on a appelée un breaking point, donc par rapport à la topographie du littoral. Désolée. Ok. Si on s'intéresse à la période 1985-2020 et à la période 2010-2020, vous verrez que la plupart et l'ensemble des vagues qui alimentent les sédiments transportés le long du littoral, je dirais de la Grande Côte, viennent du nord-ouest. Et ces directions, c'est pour ça qu'on a une rose des vents en 360 degrés. Et là, comme vous le voyez par exemple, on a des hauteurs de vagues qui se concentrent entre 1 et 2 mètres pour la période 1985-2020, ce qui est également valable pour la période 2010-2020. Mais on voit qu'on a la partie noire, en fait, qui augmente. Donc, des vagues supérieures à 3 mètres. Donc, ce qui fait que ces vagues, la hauteur des vagues est en train d'augmenter. Donc, elles sont de plus en plus hautes. C'est ce que les modèles montrent. Et à cela va s'ajouter également la dominance de la houle, mais qui est plus saisonnière, notamment de décembre à mars, avec des extrêmes qui ont été répertoriés par exemple par l'ANACIM, qui peuvent aller jusqu'à 3,50 m. Et ce qui est sûr, c'est que ces 3,50 m ne seront pas fixes ou homogènes le long de la côte, mais plutôt hétérogènes en fonction de la bathymétrie, donc de la profondeur, et également de la morphologie de la côte. Et si on pousse le bouchon plus loin et qu'on s'intéresse au potentiel impact sur la pêche, donc si on a des variations de la hauteur des vagues, on a des variations également de la direction des vagues. Parce qu'on a observé un changement de 3 degrés. 3 degrés, ça peut être très nul vu du point de vue d'un humain, mais en ce qui concerne l'orientation et la dérive littorale, ça peut avoir de sérieux changements. Il y a des travaux de Raphaël Almar au niveau du golfe de Guinée et de Abesolo Ondoa qui ont démontré qu'un changement de la direction des vagues peut entraîner d'importantes conséquences en termes de circulation du sédiment. Donc, en fonction de cela, on peut soit avoir de l'érosion ou de l'accrétion. Et toutes ces variables peuvent encore aller plus loin. D'où viennent ces vagues? On va les relier à quoi? La North Atlantic Oscillation. Donc, tout ce qui va être lié à la variation de l'Atlantique en tant que tel. Et on peut aller encore beaucoup plus loin. On a des événements beaucoup plus ponctuels, tels que des tempêtes tropicales. Bien sûr, le Sénégal n'est pas affecté, mais qui naissent du côté du Cap-Vert. Donc, si on relie tout ça, au-delà des vagues, on peut aller encore beaucoup plus loin. Les vagues, elles sont influencées par quoi? Par le vent, la circulation atmosphérique. Donc, ça ramène encore à tout ce que le GIEC est en train de produire en termes de marge d'erreur, d'incertitude, et comment arriver à passer d'une échelle à une autre et arriver à produire des résultats avec un minimum de marge d'erreur. Et si on cherche l'impact sur la pêche en tant que telle,
si on pense au réchauffement des eaux marines, si on pense aux variations de la hauteur des vagues. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'à travers la colonne d'eau, on aura des courants de surface, dont la dérive littorale qui apporte des sédiments. On aura également des courants qu'on va appeler du deep water, qui sont beaucoup plus lourds que l'eau de surface, donc avec une densité plus importante. Et on verra une dernière couche qui sera carrément au fond, du bottom water, qui sera beaucoup plus, donc des eaux de profondeur, carrément contre le plancher océanique, mais celles-là, on les retrouve plus au niveau des marges des zones tropicales, vu qu'elles sont plus froides et plus denses, raison pour laquelle elles plongent. Mais si on s'intéresse à l'upwelling en tant que tel, si on a des variations de la température de la surface des eaux, comment l'upwelling va réagir par rapport à cela? Surtout que l'upwelling est une remontée des nutriments. Quelles conséquences on va avoir? Aussi bien sur la dynamique en tant que telle, du point de vue mécanique des fluides, mais également qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de répartition des espèces. Et ça peut amener d'autres conséquences si on pousse le bouchon plus loin avec, je pense, des spécialistes. Comment les espèces sont présentes durant une période de l'année, pourquoi elles ne le sont pas. Et on peut lier ça encore aux migrations. John Amotofi, donc de bouger, de côté Mauritanie. L'outar. Donc on peut établir des liens avec tout cela. Et en plus du climat de vague, faire le lien avec cela, elles apportent du sable, ce qu'on va appeler des sédiments. Et ce sable, en fonction de son accumulation ou de son déplacement, peut constituer des dangers par rapport à la navigation. Un exemple très simple, là vous avez une carte de la bathymétrie de l'estuaire, donc de la profondeur de l'estuaire, faite avec le jeu de données GEPCO. Et la plupart de l'estuaire se retrouve ici avec des variations entre moins 4 et 6 mètres de profondeur. On a des zones beaucoup moins profondes au niveau de l'embouchure que vous aurez en rose là sur la carte juste à côté de l'île et un graphe sur votre droite qui vous permet de voir la variation de la bathymétrie de l'embouchure. Et en fonction de cela, si on les compare aux images satellitaires que vous avez en haut, vous avez des encadrés. Donc il y a de mini-formes, de micros, ce qu'on va appeler des micros modelés, qui sont en train de se former et qui vont bien sûr varier en fonction de l'énergie de la mer, des apports du fleuve. Et ces derniers, nous, en tant qu'humains, on ne les voit peut-être pas. Et c'est ce qui cause des problèmes en termes de navigation, ce qui fait qu'on a des bateaux qui vont carrément chavirer. On ne comprend pas le pourquoi. Parce qu'il y a des parties qui sont immergées et qu'on ne voit pas. Donc un bateau qui bute dessus peut se renverser. Raison pour laquelle la brèche a également posé d'énormes problèmes en termes de navigation et notamment des disparus qui ont été de plus en plus signalés au cours de ces dernières années. Donc si je recompose tout cela, on peut le lier également aux connaissances. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On peut le lier aux connaissances traditionnelles qu'ont les pêcheurs. Et là, nous allons ou pas, comme ça nous il y a une thèse que le professeur Babacar Fall m'a envoyée, et je le remercie pour cela, où ils ont mis en exergue 3 éléments qui m'ont attirée. Et désolé pour la prononciation d'avance. Une partie qu'on va considérer comme kiou ou le loch. Et moi, quand je vois la description en ce qui concerne le kiou, une phase ascendante des eaux qui va également se caler sur le cycle lunaire, vu que les marées dépendent de la Lune, et le loch plutôt à une phase descendante, on peut le relier à tout ce qui va être variation de la marée. Plus loin, les événements qu'on va qualifier de ndei, je ne sais pas vous dire ndei. Oui, désolé. Merci. Qu'on va qualifier de ndei avec un gonflement des eaux ou une augmentation de la marée entre le 13e et le 16e jour du calendrier lunaire, on peut le rattacher au phénomène de syzygie. Donc littéralement quand la Terre se retrouve alignée avec le Soleil et la Lune. Donc de par l'attraction qu'elles exercent, on a un gonflement des eaux, ce qui fait qu'on a des marées très hautes durant cette période. Et plus loin, si on rattache tout ça à un cycle, vu que je parlais de cycle d'érosion et de cycle d'accumulation sur le temps long, on aura en heure la houle qui va peut-être nous déranger pendant quelques heures au cours d'une journée. On aura également les lâchers du barrage de Jama ou les crues qui vont être de l'ordre de semaines. Et ces dernières vont construire avec les sédiments, le sable qu'ils vont produire, des modelés ou des formes sous-marines qu'on ne voit pas nous. Mais je pense que les pêcheurs ont l'habitude de circuler et ça me fait penser encore à une mémoire spatiale. Ils ont une mémoire des lieux qu'ils sont capables de cartographier et de restituer.
D'où l'intérêt de connecter la science avec la partie traditionnelle, la partie connaissance, expérience et vécu, espace vécu sur le terrain. Et plus loin encore, avec tous ces changements, le système à l'échelle de saison, à l'échelle de mois, essaye de se stabiliser. D'où le temps d'un système n'est pas le temps d'une vie humaine, heureusement ou malheureusement. Et on a des dominants selon les saisons, soit des périodes où le fleuve va avoir la main, par exemple durant les crues, ou des périodes où on aura plutôt une énergie marine, par exemple durant la saison sèche. Et cela va contribuer à alimenter les cycles de bréchage dont je parlais précédemment. Donc littéralement, un entre-deux et une tendance alternant érosion-accumulation. Donc ce sont des systèmes qui sont littéralement dynamiques. Diapositive suivante. En plus de cela, si on s'intéresse aux nouveaux, je dirais, enjeux qui sont en train de s'appliquer à l'estuaire du Sénégal, on voit qu'on a plein d'espaces protégés. Je vais commencer par là. On a l'AMP, l'aire marine protégée. On a des parcs forestiers, mais on va me dire c'est plus sur le territoire, sur le continent. On a également un fait intéressant, les gisements qui vont être exploités, que vous avez notamment en rouge pour le gaz. Celui Grande Tortue à Méhim, et qui se situe des deux côtés de la zone économique exclusive. Donc littéralement la zone à partir de laquelle un pays a une compétence sur, je dirais, le territoire marin adjacent. Et ça a été défini par la conférence de Montego Bay. Et là, dans ce contexte, sachant qu'on est dans un estuaire transfrontalier, où on a l'OMVS, mais on a également, derrière ça, chaque État essaiera de défendre ses intérêts nationaux, de défendre au mieux l'exploitation qu'il peut faire des ressources. Cela peut poser un autre problème dans la mesure où est-ce que les pêcheurs sont intégrés dans cela? Là, il y a également des balises de BP qui sont affichées notamment vers Gokhumbachi. Il y a des panneaux que BP a mis un peu partout avec des points GPS. Je les ai repris pour les cartographier en orange. Une zone qui est apparemment dite interdite, si je peux m'adresser comme ça, dans laquelle les pêcheurs ne doivent pas du tout laisser leur filet. Donc ça veut dire que plus on avancera, EFA Génie Civil est en train de construire, je dirais... Tu n'as pas le micro proche de ta bouche et il y a des participants qui Oh, ok. C'est mieux comme ça? Oui, ça va. Ok. Là, c'est bon? Vas-y, continue, on va voir. Et là, avec l'exploitation du gaz, on aura de plus en plus de zones de restriction. Là, par exemple, EFAGE, Génie Civil et Marine sont en train de monter des plateformes pour pouvoir protéger la plateforme d'extraction pétrolière. Donc, littéralement, ils vont mettre des digues en mer pour éviter que les vagues cassent leur plateforme d'extraction. On se doute bien qu'il y aura, par défaut, des zones de protection, des périmètres de protection au sein desquels les pêcheurs ne pourront plus aller. Déjà qu'on a énormément de problèmes à gérer avec la pêche. À cela s'ajoutent également les gisements qui sont, je dirais, les zones qui sont plutôt en exploration et qui sont beaucoup plus proches de Saint-Louis, notamment celles par Oranto Petroleum Limited, et pour lesquelles on n'a pas encore de retour dessus. D'où ça m'amène à la deuxième partie, diapositive suivante. À partir de ces critères, on peut proposer la mise en place d'une plateforme inclusive et open source qui rassemblera plusieurs acteurs. Là, j'ai mis le PRCN, j'ai mis le programme WACA, le programme RAMPAO, donc des programmes régionaux qui ont une approche, je dirais, beaucoup plus régionale et non centrée uniquement sur le cas de l'estuaire du Sénégal, qui pourraient faciliter ou coordonner un passage à l'échelle, vu que le problème qu'on observe à Guet-Ndar n'est pas uniquement à Guet-Ndar, mais si on s'y penche, tout le littoral ouest africain a ce problème, que ce soit par des aménagements, que ce soit par le changement climatique, que ce soit également par le rôle des politiques publiques. Et c'est là où on va switcher et aller vers les autorités locales. Et j'ai mis un point d'interrogation à côté de la politique, plus pour questionner des projets qui seront logiques, inclusifs et non tournés vers une politique politicienne. Et dans ce cas, on a des secteurs clés ou des contributions qu'ils pourraient faire, par exemple, en tout ce qui concerne les licences de pêche, les coordinations avec le secteur privé, notamment industriel, la pêche industrielle, BP et ses projets. Ce matin, j'ai entendu quelque chose de super intéressant, que les entreprises confondent la RSE et les impacts de leur exploitation. Et cette dichotomie, je pense que ça mériterait d'être éclairée. Cet été, Greenpeace a adressé une missive, une lettre carrément ouverte
à BP à propos des écosystèmes marins, de la préservation et des mesures qu'ils ont prises en compte. C'était paru dans l'Observateur, mais après ça, je ne sais pas s'il y a eu un feedback ou pas. On peut également intégrer les organismes publics, notamment l'ANACIM ou le CRODT, qui travaillent sur tout ce qui est océanographie pour des suivis de données de prévision et des données mesurées, donc arriver à les comparer et intégrer les chercheurs qui font du travail en géomorphologie, en océanographie, en sciences humaines et sociales également, tout en essayant d'équiper afin d'avoir des données fiables de terrain qu'on pourra recomposer avec les connaissances des communautés sur place, notamment les pêcheurs de Kendar et les communautés littorales. Et en ce sens, elles peuvent contribuer de par leurs observations, de par les données de terrain, vu qu'ils sont en mer tous les jours. Ils peuvent contribuer par rapport à leur perception du risque, on peut questionner les cosmogonies et essayer de recomposer tout ça pour proposer des stratégies d'adaptation sur mesure et en intégrant les connaissances traditionnelles. Et ça permettrait d'avoir à la fois... On est en train de faire un petit réglage parce que depuis tout à l'heure ils m'entendent pas. Parce qu'en fait, ils étaient déconnectés avec un ordinateur. Donc moi ce que j'aimerais c'est que tu résumes peut-être les 5 dernières minutes pour qu'ils se mettent dans le train. Tu vois? Ce que tu as dit est extrêmement intéressant. Pardon? Si tu as votre ordinateur, oui. vous êtes en principe déconnecté. Non, parce que j'étais connectée, mais ça a dû sauter pendant que je parlais. Ah, tu peux te reconnecter alors avec ton ordinateur. Je vais essayer. Parce que c'est très intéressant et on va suivre. On se trouve à cheval entre le Soleil et la Lune. On a des gonflements. De par l'attraction qu'elles exercent sur la Terre, on a des gonflements qui permettent d'augmenter ou qui augmentent la hauteur des vagues. Et c'est ce qu'on appelle des marées de Syzygie, là où les pêcheurs vont parler de Ney. Ney. Et là, on peut faire un lien entre pêche et navigation. On peut faire un lien entre des stratégies d'adaptation de toutes ces variations, que ce soit du niveau d'eau ou bien du sable, qui est également réutilisé par les mêmes communautés, par les pêcheurs, notamment durant la saison des pluies, pour se protéger. Et en s'intéressant au cycle que le sable a, on aura des événements, je dirais, d'échelle temporelle différente. On aura la houle qui va peut-être déranger à partir d'une vue anthropocentrée les sociétés pendant quelques heures. On aura des lâchers au niveau du barrage de Djama et les crues du fleuve Sénégal qui peuvent s'étendre entre des jours et des semaines. Et ces deux-là vont contribuer à construire, démodeler, ce qu'on appelle en géomorphologie, démodeler, donc littéralement des formes qui peuvent être sous-marines, que l'on ne verra forcément pas, qui peuvent se voir par de la bathymétrie, par de l'imagerie satellitaire. Et plus récemment, il y a des équipes qui sont en train de développer une approche embarquée avec des drones, de la programmation qui permet de générer de la bathymétrie, donc de voir les variations à partir d'un drone. Et ces modelés peuvent poser des problèmes au niveau de la navigation. Et dans toute cette dynamique, le système étant naturel, il essaiera à chaque fois de s'ajuster. Et ça me fait penser au concept également de Knight, Geomorphological Stream Science, donc un système qui est plus en équilibre dynamique par rapport à l'homme qui est plus dans une vision statique où il faut fixer les choses. Et en fonction de cela, on se retrouve avec des saisons où on aura une dominance, par exemple des processus fluviaux durant la saison des pluies, durant les crues du fleuve Sénégal, là où on aura également pendant la saison sèche une dominance des processus marins, notamment avec la houle entre novembre-décembre jusqu'en mars, qui frappe le long des côtes et on peut se retrouver avec des hauteurs allant jusqu'à 3 mètres. Et tout cela peut contribuer et contribue façon à alimenter des cycles de bréchage. Donc c'est un phénomène naturel qui se passe sur le temps long. Et ça peut prendre des années, des centenaires ou des millénaires. Et là, le problème qui se pose, c'est que l'homme est intervenu, par exemple, en 2003, et ça a généré un problème d'érosion, d'accumulation. Donc, c'est la même boucle qui recommence à chaque fois, pour dire que tous les éléments sont connectés, et on a des temporalités qui sont différentes. On peut avoir des processus à l'échelle d'heures, de jours, de saisons, de mois, d'années, mais surtout, c'est un système qui fonctionne de manière autonome. Ce qui est différent de la perspective humaine que nous avons, où à tout casser, on va faire, si Dieu le veut, 80-90 ans sur Terre.
Mais on ne peut pas avoir, je ne sais pas comment dire ça, copier les besoins de nos sociétés et les coller au millimètre près pour essayer d'avoir une approche qui fixe absolument tout. Parce que quand on essaie de le faire, ça crée l'effet inverse. Diapositive suivante. En plus de cela, on a de nouveaux enjeux qui sont en train d'émerger par rapport au gisement de gaz, notamment Grande Tortue Améim, qui doit être exploité et qui a déjà fait l'objet d'un décret par les deux États, la Mauritanie et le Sénégal. Et sur la carte, vous verrez qu'on a en parallèle de ça des parcs, des espaces protégés, soit des sites Ramsar, donc zone humide. Je pense au parc de Djoudj. Vous le verrez, il est en haut, mais ça n'apparaît pas très bien. Et également, qui est également site UNESCO. Et on aura des parcs nationaux. Je donne l'exemple de l'AMP sur la langue de Barbarie. Donc, on a une valeur écologique qui est non négligeable. En parallèle de ça, vous avez en rouge Grande Tortue Améim qui doit être exploité prochainement. Vous avez en orange des gisements ou bien des sites qui sont en phase d'exploration. Et malgré cela, vous avez les balises plutôt vers la frontière. Le trait rouge que vous voyez représente la zone économique exclusive entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc c'est un prolongement de la frontière sur les territoires marins. Je parle de territoires parce que ces derniers sont appropriés. Il y a des représentations, il y a des espaces vécus en mer, peut-être que nous ne percevons pas, qui sont pratiqués par les pêcheurs, d'où la différence entre territoire et espace. Et là, si je rebondis sur cela, les balises qui sont mises à la frontière constituent une zone où les pêcheurs ne doivent pas laisser leur filet. C'est affiché au niveau de Gokhumbachi par des panneaux de BP. Donc, à l'avenir, il est fort probable qu'on retrouve ce même genre d'interdiction, je dirais, en pleine mer. Surtout s'ils arrivent à installer les plateformes qui sont en train d'être construites par FH Génie Civil et Maritime au niveau du port de Dakar. Une fois qu'ils vont les monter, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettront un périmètre de sécurité autour. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une réduction de ces territoires marins qui pose déjà problème pour les communautés de pêcheurs. Diapositive suivante. Et c'est là où on propose une approche qui permettra de mettre ou de créer une plateforme à la fois inclusive qui va inclure tous les acteurs et en open source, donc carrément gratuite et possiblement où tout le monde va contribuer, qui va pouvoir connecter une échelle beaucoup plus large que juste Saint-Louis ou la frontière sénégalo-mauritanienne, mais plutôt une approche régionale, une approche intégrée. Et là, j'ai pensé au programme Rampao de réseau des aires maritimes protégées de l'Afrique de l'Ouest, au programme WACA, également sur le littoral, et au programme TRCM, donc tout ce qui va être protection des zones côtières. Et ils peuvent faciliter ce passage et cette coordination, donc un passage à l'échelle, donc au-delà juste du problème Sénégal-Mauritanie, parce qu'il y a plein d'estuaires transfrontaliers en Afrique de l'Ouest. Et là, on peut s'intéresser également à la contribution des autorités locales. J'ai mis à politique avec point d'interrogation, donc avec une logique beaucoup plus pour le bien commun, les notions de bien commun, parce que tout cela nous appartient, que ce soit du gaz, des ressources halieutiques et même le sédiment ou le sable qui peut être négligé, et avoir une perspective qui permettrait de faire des choses, je dirais, correctes et non de la politique politicienne. Et pour cela, ils peuvent contribuer comment? Déjà avec le problème des licences de pêche, la coordination avec le secteur privé, notamment BP. Et BP avait reçu, il y avait une missive de Greenpeace cet été pour tout ce qui était gestion des écosystèmes marins, comment ils comptent s'y prendre vu l'exploitation à l'horizon de Grande Tortue Améim. Je ne sais pas s'il y a eu un feedback ou pas. Plus loin, on peut intégrer les organismes publics, l'ANACIM, le CRODT de Tcharoy, qui travaillent sur tout ce qui est océanographie, parce qu'ils ont la capacité et la compétence, vu que ce sont des organismes rattachés à l'État, pour pouvoir faire un suivi des données, pour pouvoir également les mesurer, mais aussi en termes de financement, pour pouvoir équiper l'ensemble, pas que Saint-Louis, mais l'ensemble du littoral sénégalais. En plus de cela, on peut associer les chercheurs qui font du travail sur tout ce qui va être suivi du littoral, donc que ce soit des anthropologues, des sociologues en termes de perception, de gestion, sociologie interne, des géomorphologues, des géologues, et une approche assez systémique qui permettra d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe, les enjeux et également comment négocier tout en intégrant les besoins, les réalités et le vécu des communautés vivant, non seulement à Saint-Louis, mais je dirais pour toutes les communautés de pêcheurs le long du littoral. Et ces derniers peuvent être intégrés aussi bien
du point de vue suivi que du point de vue prise de décision. Parce que la plupart du temps, quand on prend des décisions, ces personnes sont, je dirais, consultées pour la forme parce qu'on vend un projet de démocratie participative, mais dans les faits, après, on sait qu'ils ne sont pas forcément avec un poids prépondérant dans la prise de décision. Et ces derniers peuvent contribuer, vu qu'ils sont tout le temps en mer, de par leurs observations, des données de terrain qu'ils peuvent charger. Du moins, si on peut monter une plateforme, une application et tout l'automatiser à travers de la programmation et intégrer les connaissances traditionnelles qu'ils ont. Ce qui fait que ça fait d'une pierre deux coups. On crée une plateforme en open source qui permet de faire du suivi du littoral en temps réel, qui sera alimentée par tous ces acteurs. Et également, ça permet d'avoir un système d'alerte pour les pêcheurs et tous les habitants de la langue de Barbarie. Après, la question qui peut se poser, ce sera en termes d'éthique et de données personnelles, mais là, je pense que les juristes pourront s'y atteler. Diapositive suivante. Et les résultats de ces recherches soulèvent d'autres questions. Par exemple, pour tout ce qui est connexion des sciences du littoral, des savoirs traditionnels, pour la mise en place d'un outil de monitoring, pas forcément basé que sur des sciences qu'on va dire dures à peu près, mais également des sciences humaines, et plus sur le patrimoine, au-delà même de la pêche, je veux dire sur le patrimoine que l'on a en tant qu'Africain. Qu'on puisse développer une recherche qui soit connectée de façon à avoir des résultats, je dirais, de manière endogène. Le regard que l'on posera dessus en tant qu'Africain, les cosmogonies et la facilité de compréhension que l'on aura de l'interne ne sera pas la même si elle vient de programmes internationaux ou de personnes qui viennent de territoires étrangers pour faire de la recherche. Ça peut poser d'autres questions de recherche pour tout ce qui est socio-anthropologie et avoir une lecture des changements qui affectent les pêcheurs, comment eux le ressentent, comment ils le perçoivent, que ce soit par rapport au changement climatique, à la disponibilité de la ressource, aux variations des vagues, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, mais également en termes de négociation pour tout ce qui va être licence de pêche, mais également en termes de territoire marin par rapport à l'exploitation qui va arriver. Et cela permettrait de proposer des stratégies nouvelles adaptées si on arrive à re-questionner la mémoire du risque. Aujourd'hui, les communautés et les personnes âgées notamment ont ce retour ou ce temps, je dirais, moyen ou long qui permettrait de voir tout ce qu'ils ont pu développer comme stratégie d'adaptation depuis la colonisation et même plus loin. On peut s'intéresser également à tout ce qui va être nouvelle migration saisonnière. Elles se font à quel rythme, comment, pourquoi, quels sont les lieux de départ, d'arrivée, avec quels moyens ces personnes partent, comment elles arrivent à cohabiter avec les populations locales. Est-ce que ces changements que l'on observe vont pousser à des reconversions professionnelles? Si oui, comment, pourquoi? Est-ce qu'il y a un soutien assez fort en termes de force de frappe des comités à l'échelle nationale et le rôle des politiques publiques, comment elles peuvent appuyer, contribuer sans faire de la politique politicienne et arriver à avoir une gestion beaucoup plus intégrée mais surtout participative, parce qu'en tant que citoyen, que l'on soit chercheur ou pas, que l'on habite à Saint-Louis ou pas, que l'on ait le même niveau de connaissance ou pas, on est tous censés pouvoir contribuer à la fin à développer ce genre d'approche inclusive parce qu'on en aura tous besoin, surtout vu les décennies et le dernier rapport du GIEC qui à peu près ne prédit pas des choses super jolies pour l'Afrique de l'Ouest. Dernière diapositive. Donc on se retrouve à la fin avec un environnement dynamique, très dynamique, soumis à des processus d'échelle spatiale, donc dans l'espace et temporel, qui ne sont pas les mêmes, et avec différents acteurs également, mais le tout affecte les pêcheurs de Gendar, ça affecte les habitants de la langue de Barbarie, et on peut développer de nouvelles pistes de recherche avec une approche socio-anthropologique nécessaire, mais je dirais également assez déconnectée de ce qui s'est fait durant les 2 derniers siècles avec de l'anthropométrie et toutes les théories évolutionnistes qu'on a vu passer, et essayer de le connecter à une collecte de données, un équipement du littoral pour pouvoir générer nos propres données, ne pas forcément dépendre de tout ce qui est données internationales, la NASA, ou bien les satellites. Parce qu'on peut avoir un réseau qui arrive à fédérer tout ça, une plateforme qui arrive à créer de la donnée, la partager, l'utiliser, modéliser et la restituer, la communiquer. Et c'était l'objet de ma présentation. Merci.